À travers la violence basée sur le genre, nous visons des actions qui conduisent à des violences sur les femmes et les jeunes filles, mais aussi sur les garçons et les jeunes qui sont aussi affectés par ces pratiques, eu égard au euh, type de violences qui sont inégaux, mais ils sont tous victimes des violences. Donc, pour vous donner juste une idée, on aura donc le directeur régional qui va prendre la parole. Ensuite, on va passer la parole au Cameroun et au Mali, dont les représentants vont prendre la parole afin d'avoir justement un point de vue, une présentation rapide. Et après, trois de nos partenaires, deux au Mali, un au Cameroun, qui vont aussi partager leurs perspectives. Et après cela, on va ouvrir la parole pour les discussions. Et vers la fin, on va revenir et discuter sur les pistes de conclusion. Nous pensons que cela nous prendra une année. Donc, je vais tout de suite passer la parole au directeur régional, Mabingom, qui est le directeur pour l'Afrique du Centre. Monsieur Mabingé, la parole est à vous. Je vous remercie, Jacob. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers collègues de l'UNFPA, les partenaires, les amis. Je vous remercie tous pour vous être connectés à participer à ce webinaire sur l'impact de la COVID-19 sur les violences basées sur le genre. Deux études de cas, un sur le Cameroun et un autre sur le Mali. Je voudrais remercier nos deux représentants de l'UNFPA au Cameroun et au Mali, ainsi que leurs équipes qui vont partager leurs expériences avec nous cet après-midi. En ce qui concerne le plan général de l'UNFPA à la pandémie de 2019, nous mettons l'accent sur trois domaines stratégiques. Il y a tout d'abord la continuité des services de reproduction ainsi que des interventions, incluant aussi les professionnels de la santé. On traite les violences basées sur le genre et on s'assure de la survie à la puissance des méthodes de contraception ainsi que des autres. Aujourd'hui, nous travaillons sur la violence basée sur le genre, qui est un des trois résultats transformateurs de l'UNFPA, qui est dans le cadre justement de cette crise de COVID-19, l'UNFPA, en partenariat avec Avenir Health, John Hopkins, l'Université John Hopkins et plutôt de l'Université d'Australie, ont estimé que la pandémie de COVID-19 va causer une réduction de tiers dans le progrès pour mettre un terme à toutes les violences basées sur le genre, incluant donc les partenaires, les violences sexuelles, les mariages, les mutilations génitales féminines, entre autres, d'ici 2030. De façon plus précise, tous les 3 mois, donc jusqu'ici, il y a plus de 15 millions de nouvelles cas de violences basées sur le genre qui sont enregistrés. Ensuite, eu égard à la pandémie, toujours 2 millions de cas de violences basées sur le genre peuvent être notés, alors que ceci aurait pu être évité. La COVID-19 va aussi remettre en cause les plans d'effort, les différents plans afin de mettre un terme au mariage précoce, et il y aura aussi des conséquences économiques. Donc, ensemble, ces facteurs vont aussi ajouter 13 millions de mariages précoces qui vont s'enregistrer à travers le monde d'ici entre 2020 et 2030. Et donc, eu égard à ces leçons apprises sur l'impact des épidémies passées sur les violences basées sur le genre, et l'UNFPA en Afrique de Centre-Ouest a publié récemment un rapport
qui porte sur les 20 années de pandémie et ce rapport est défini et est disponible en français et en anglais sur notre site web. Donc, nous avons 4 leçons apprises. La première, c'est qu'il est important de renforcer donc les systèmes de réponse relativement aux violences parce qu'on sait que les premiers à apporter les réponses doivent anticiper la hausse des violences basées sur le genre et aussi se préparer en conséquence en accentuant les équipes mais aussi les ressources. Deuxièmement, on doit explorer comment la technologie peut soutenir ceux qui sont en quarantaine et qui ont besoin d'accès aux services essentiels. Mais aussi, il faut s'assurer que la violence basée sur le genre est prise en compte dans les systèmes de santé parce que les professionnels de la santé doivent toujours identifier les jeunes filles et les femmes qui peuvent être victimes de violences et ces équipes doivent être présentes dans tous les domaines où se font, dans tous les endroits où se font les tests. On doit aussi collaborer avec les réseaux à la fois formels et informels, notamment les groupes de jeunes filles, les communautés de base, les organisations de la société civile, ainsi que les organisations qui favorisent les droits de l'homme. Et donc, notre message principal en ce qui concerne le plaidoyer depuis le début de la pandémie, c'est que les services spécialisés sont essentiels, essentiels, pas uniquement qu'ils doivent être maintenus, ces services, mais ils doivent être renforcés afin de faire face aux besoins croissants ainsi que les difficultés relatives aux mobilisations des ressources de façon générale. Aujourd'hui, dans plus de 15 pays en Afrique de l'Ouest et du Centre, UNFPA dirige des méthodes de prévention et de coordination des réponses aux violences basées sur le genre. Dans 13 pays, il y a un mécanisme d'alerte qui est en place pour identifier ces risques et plus de 150 000 femmes et jeunes filles qui peuvent faire l'objet de violences, incluant les handicapés, ont accès aux services essentiels. Je vais m'en arrêter ici. Je vous remercie pour être parmi nous et je vais vous passer la parole, Jacob. Merci beaucoup, Monsieur Mabingangom, pour cette rapide overview, cet aperçu de la situation de femmes sujettes à la violence basée sur le genre. Donc, ça, vous l'avez extrêmement bien dit et ça tient à cœur vraiment l'UNFPA. Et ça, ce sont vraiment des questions qui nous interpellent, surtout en rapport avec les études que vous avez mentionnées tout à l'heure. Donc, la violence basée sur le genre a eu un impact au cours de ces 10 dernières années. Et je suis sûr que ça va ressortir avec les présentations. Sur ce, je vais inviter les représentants des pays, surtout du Cameroun, Madame Siti Al-Hussein et Dr. Eugène de l'UNFPA du Mali, qui vont maintenant prendre la parole pour faire les présentations. Je ne sais pas dans quel ordre vous allez vous y prendre. Est-ce que vous pouvez partager l'écran à partir d'ici afin qu'on puisse commencer? Est-ce que c'est visible maintenant? Oui, je peux le dire. Merci. Allez-y maintenant. Merci, Eugène, et bon après-midi, chers collègues. Merci pour l'occasion que vous nous donnez et aussi de partager de votre temps. Et ça, c'est un bon nombre et on est là pour partager de nos expériences et au fur et à mesure. Et
comme l'a dit le CTI, il y a des pays, le Cameroun qui est ici, et je suis là-bas depuis 2019 et je suis très contente d'être ici avec vous et je suis là-bas au Cameroun, donc je vais échanger avec vous. Donc, là, je vois Eugène. J'aperçois Eugène. Peut-être ici, on a un peu le résumé un peu. Vous pouvez y aller. Eugène, vous allez parler de l'étude de cas du Cameroun, ensuite il y a le Mali et après on aura les recommandations clés et ensuite la conclusion. Ensuite, il y aura une session de Q&A et nous sommes tous ici là en train d'apprendre, comme l'a dit le directeur régional. Donc, comme il l'a dit, il a vraiment balisé la voie pour nous et ça va se ressentir au cours de ces présentations, le cas échéant. Donc, ces présentations vont vous montrer un peu, vont mettre l'accent sur les questions dont on va débattre aujourd'hui. Donc, ici au Cameroun, vous avez vraiment des questions d'urgence, des situations d'urgence dans 3 régions. Et ces situations d'urgence ont affecté vraiment la région du Nord. Et nous avons vraiment le Nord-Ouest et le Centre-Ouest où il y a beaucoup de violence sur les filles. Et c'est dans la région vraiment du Nord de l'extrême nord et qui est une région très connue avec le lac Tchad aussi. Ensuite, nous avons aussi l'influence des réfugiés qui viennent un peu de la République centrafricaine et avec la COVID-19 qui est arrivée au Cameroun. Donc, cela nous a poussé à avoir recours à une assistance humanitaire ici. Nous avons vu qu'il y a des situations qui ont été générées par les conflits armés et ce qui a eu un impact sur les vulnérabilités existantes et qui sont structurelles. Et ensuite, il a fallu vraiment un peu restructurer les choses, surtout la violence basée sur le genre, et ça a changé les choses. Ici, vous avez des chiffres sur les personnes déplacées au plan interne, les réfugiés et les personnes qui sont retournées. Donc, ce sont là des données qui ont été collectionnées avant la COVID-19. Maintenant, avec la COVID, je dirais, comme l'a dit le directeur régional, notre force qui est dans le cadre de notre mandat, donc c'est un peu, nous avons fait un plaidoyer là-dessus, donc nous basons un peu sur les plans de l'UNFPA et de l'OMS et ce que nous voulons partager avec vous, c'est sur la base des tendances existantes et du moment que le Nord et le Sud-Ouest n'étaient pas très affectés par l'épidémie, donc nous avons pris des mesures directes en nous attaquant par exemple au risque de violence basée sur le genre et nous avons mis en place une plateforme d'orientation et d'assistance dans le but d'anticiper un peu sur l'étendue de la COVID-19. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons élaboré un guide pour les partenaires sur la façon de lutter contre la violence basée sur le genre et ensuite essayer de renforcer les capacités et de mettre en relief les besoins. Et nous avons mis à jour aussi nous avons procédé à la mise à jour des kits de dignité et nous avons aussi essayé vraiment de mettre sur pied des situations où l'humanité était mise en avant. Donc, ici, nous avons aussi essayé d'analyser un peu l'impact de la COVID-19 sur la violence basée sur le genre pour essayer d'atténuer un peu les choses. Et
Maintenant, toujours dans la région du sud-ouest et du nord, de l'extrême nord, nous avons fait des études et récemment, nous sommes rendus compte qu'il y a eu des besoins, notamment concernant les personnes déplacées, et c'était au sud-ouest et au nord-ouest. Et là, ces régions constituent l'épicentre vraiment de la COVID. Donc, ici, nous allons parler un peu de l'évaluation rapide, et l'objectif étant de renforcer un peu le fait d'avoir des éléments vraiment probants sur la violence basée sur le genre. Nous allons mettre l'accent sur le nord-ouest et le sud-ouest qui sont vraiment affectés par la COVID-19. Ici, quels sont les objectifs? C'est d'évaluer l'impact possible, bien sûr, avec les risques de violence basée sur le genre et aussi l'impact sur la riposte et après essayer de déterminer les capacités parce que nous savons un peu à quel point ça impacte les personnes et les services doivent être au fait des capacités de ces personnes afin de pouvoir apporter les correctifs nécessaires. Ensuite, essayer de définir des systèmes d'assistance alternatifs pour essayer d'aider les communautés dans le cadre de la lutte contre la violence basée sur le genre dans un contexte de COVID-19. Donc, ça, c'est valable pour ces deux régions parce qu'avec le confinement, donc c'était un peu difficile. Donc, c'était là aussi une occasion pour essayer d'évaluer un peu d'évaluer un peu les compacts et dans un contexte de COVID. Et ensuite, on a essayé d'avoir une analyse de la situation et essayer de voir un peu les services disponibles en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Ça, c'est la méthodologie que nous avons utilisée pour mener cette étude, cette évaluation. Donc, à gauche, nous avons un travail préparatoire. Donc, il y a la revue de littérature, ensuite la conception du questionnaire et l'approche, ensuite nous nous sommes intéressés à l'identification des cibles. Ensuite, il y a eu l'orientation et pour les équipes d'évaluation. Ensuite, on a eu deux types de questionnaires. Une façon un peu de mener les études et nous devions utiliser les liens Kobo, ensuite les interviews au téléphone. Après, on a collecté beaucoup d'informations, nous les avons analysées, ensuite nous les avons vraiment étudiées et là, nous sommes sur le point vraiment d'en faire bon usage et ensuite, on a essayé de voir comment ça pourrait éclairer un peu le projet dans ces deux régions spécifiques. Donc, la première de ces régions, pour la première de ces régions, nous avons eu 85% de répondants. Ensuite, pour la deuxième, un peu moins de 100. Et ensuite, nous avons eu des répondants vraiment intéressants en provenance des ONG et ensuite des acteurs clés. Ensuite, le système est un peu lent. Donc, on va essayer de vous voir un peu, de partager avec vous les résultats principaux. Nous avons eu 62 répondants qui ont remarqué des changements en matière de VBG. Et ensuite, nous avons identifié les risques importants qui sont la violence domestique et la violence pour la survie. Ensuite, pour la deuxième catégorie, nous avons 67% de répondants qui ont dit que les communautés affectées donc, comptent beaucoup sur l'assistance humanitaire.
en cas de confinement lié à la COVID-19. Ensuite, nous avons 83% qui ont dit que l'accès aux vivres vraiment a été réduit lié en raison de la COVID-19, ce qui a conduit à beaucoup plus de risques d'abus, d'exploitation, de prostitution, etc. Au suivant, après, nous nous sommes rendus compte que près de 100% des répondants ont dit qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans leur communauté ou bien dans les structures de santé de leur communauté parce qu'ils ne voulaient pas. Donc, c'est très intéressant de savoir que toute la population ne se rendait pas dans les structures de santé en cas de besoin. Ensuite, on a près de 100% toujours de répondants qui ont dit qu'ils n'avaient pas toutes les ressources nécessaires pour atténuer un peu les risques liés à la COVID, dans les interventions aussi liées à la violence basée sur les gens. Ça aussi, c'est très intéressant parce que ça nous montre que nous devons renforcer les capacités de ces interventions. Maintenant, pour les femmes en situation de handicap, donc, les risques qui ont été identifiés, comme c'est d'abord la négligence, le stress psychologique, le manque de ressources, la violence, l'exploitation, le manque d'accès aux services sociaux de base, etc. Ici, en ce qui concerne comment est-ce que les répondants voient comment avoir accès aux services. Ils ont, en général, ils ont accès à travers les points focaux. Donc, ils ne souhaitent pas juste dépendre des professionnels de la santé. Et 70% des répondants ont dit que le soutien en ligne était disponible. Et donc, c'est quelque chose que nous sommes en train de travailler sur. 70% d'entre eux ont dit que très peu d'entre eux, parmi les déplacés, en particulier les femmes, ont accès au téléphone. Donc, il faut voir la possibilité pour nous de pouvoir offrir ces services à travers l'utilisation des téléphones portables. La moitié d'entre eux déplorent la non-disponibilité des kits après qu'ils aient fait violence, qu'ils aient été l'objet de ces violences. Et donc, ça, c'est dû aux effets du confinement parce qu'on a des activités en matière de reproduction qui sont en cours et nous devons. Donc, il y a des services de reproduction qui n'étaient plus forcément disponibles. Mais jusqu'ici, en tout cas, il y a un risque lorsqu'il s'agit d'aller à l'hôpital. Et 60 à 80% des répondants ont des services, des fournisseurs de services n'ont pas reçu de formation en matière de l'orientation sur les violences basées sur le genre, sur comment offrir ces services, aussi des aspects relatifs à la donnée, à la collecte des données, mais aussi le soutien psychologique par rapport aux services qu'on offre. Donc, ce que je suis en train de dire avant de passer la parole, c'est que actuellement on essaie de soutenir un certain nombre d'initiatives et nous devons continuer, c'est ce que je l'ai dit. On fait la même chose dans les autres régions dans le cadre de cette crise humanitaire, mais aussi dans l'épicentre de la COVID-19. Je vous remercie. Je passe la parole au Mali. Eugène, on ne vous entend pas. Je vous remercie. Please. Can you hear me now?
Est-ce que vous... Oui, nous vous entendons. Je suis désolé. Donc, monsieur le directeur régional, chers collègues, chers partenaires, je vais vous présenter cette étude de cas du Mali. Je vais être assez bref. Par rapport au contexte du Mali, je ne souhaite pas mettre l'accent sur l'aspect humanitaire parce qu'on sait tous que le contexte humanitaire est problématique. Et le centre et le nord du Mali sont des zones de non-droit. Et donc, il y a un peu aussi le sud, mais le centre et le nord sont l'épicentre de la crise humanitaire, même pour l'Afrique de l'Ouest et du centre. Et selon des données récentes dont on dispose qui ont été faites sur des enquêtes démographiques et de santé. Voici le contexte. 50% au moins des femmes ont souffert des violences dans leur vie. Et presque 70% d'entre elles n'ont jamais parlé à quelqu'un pour s'exprimer sur leurs problèmes, que ce soit émotionnels, psychologiques ou sexuels. Une femme sur 5 qui sont mariées vient dans des unions et lorsque, excusez-moi, il avait des problèmes, il y avait des problèmes. Donc, lorsque vous voyez les femmes mariées, 50% de ces femmes sont mariées avant l'âge de 18 ans. Et donc, vous comprenez le contexte dans lequel nous travaillons. Une femme sur 5 est mariée avant d'atteindre le 18e anniversaire. Donc, 90% d'entre elles ont eu des mutilations génitales féminines. Voici le contexte dans lequel on travaille. Désolé, les diapositives refusent d'avancer. Bien. Donc, parlons de la méthodologie. J'espère que vous voyez la diapositive. Il y a 3 approches clés qu'on a utilisées pour l'étude du Mali. Tout d'abord, on a travaillé sur les preuves actuelles, sur qu'est-ce qui a été écrit, soit au Mali ou bien en dehors du Mali, en ce qui concerne l'impact de la COVID-19 sur les violences basées sur le genre. Et ensuite, on l'a essayé de discuter avec des gens, notamment des experts qui travaillent au Mali, afin de pouvoir davantage d'avoir une meilleure connaissance du contexte malien pour discuter avec eux, pour comprendre à leur avis quel est l'impact de la COVID-19 sur les violences basées sur le genre. Et après, on a aussi travaillé sur les données, que ce soit quantitatives, pour voir ce que l'on peut avoir en termes de violences basées sur le genre. Et les questions étaient les suivantes. Est-ce qu'il y a un lien entre la COVID-19 ainsi que les mesures restrictives qui ont été mises en place d'un côté et aussi les violences basées sur le genre de l'autre côté? L'objectif de cette étude, c'est de pouvoir aboutir à un certain nombre de recommandations qui pourraient être mises en œuvre, soit à travers des actions directes ou bien des plaidoyers afin de pouvoir atténuer les conséquences de la COVID-19 sur les violences basées sur le genre. Et donc, quels sont les constats essentiels? Avant que je n'avance, je voudrais reconnaître que cette étude a été faite conjointement entre l'UNFPA et UN Women, UNIFEM, qui a fait beaucoup de travail afin de voir l'impact d'un point de vue économique au regard des femmes. Et l'UNFPA a travaillé sur les autres aspects. C'est un travail conjoint qui a été fait au Mali. Donc, ce qui est ressorti, c'est que la plupart d'entre eux disent qu'il y a un lien très fort entre les violences basées sur le genre et la COVID-19. Et tous ont projeté le fait que la COVID-19 va accroître la prévalence des violences basées sur le genre de l'ordre de 49%. Pour eux vraiment, c'est ce qu'ils pensent. Dans le cadre du contexte du Mali, eu égard aussi
les impacts de la COVID-19 à l'égard des femmes. Et 66% d'entre eux font un lien entre la COVID-19 et les services de santé de reproduction qui vont être affectés. Il y a un élément essentiel que je voulais mentionner ici, c'est qu'ils relèvent tous le fait qu'il y aura des effets extrêmement dévastateurs de la COVID-19 sur les survivants de la violence basée sur le genre, parce qu'ils ne seront pas uniquement des survivants, en fait, parce qu'il n'y aura pas de services disponibles et ils n'ont pas de revenus. Donc, il n'y aura pas des impacts sur les activités génératrices de revenus. L'impact sera même pire que ce qu'il était avant. Ils ont aussi souligné le fait qu'il y aura des orientations des femmes dans des petites, et cela va les exposer à donc, soit des enlèvements ou bien de l'exploitation même sexuelle, ou bien des abus sexuels. Et lorsqu'on regarde les aspects quantitatifs, il y a des aspects qui corrèlent ce qu'on dit. On essaie de comparer les résultats sur les données qui viennent de tous les partenaires au Mali qui travaillent dans le domaine de la violence basée sur le genre. Donc, l'UNFPA coordonne tous ceux qui travaillent dans le cadre de ces données. Il y a plus de 30 données de partenaires qui fournissent ces données. Et on s'est rendu compte qu'il y a un accroissement entre de janvier à avril. Il y a eu une hausse de 19% en 2020 comparé à 2019. Et on a aussi analysé avril 2019 à 2020 et on s'est rendu compte que l'impact était beaucoup plus lié au Mali parce que ça a commencé au Mali au mois de mars, vers le 13 mars. Il y a eu un accroissement de 25% dans le nombre de personnes qui ont été victimes de violences basées sur le genre au Mali. Mais ce qui fait davantage peur, c'est qu'en dépit du nombre de la hausse du nombre, on s'est rendu compte que la plupart, on s'est rendu compte que les données reçues ne reflètent pas la situation d'ensemble. Et que donc, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de données qui manquaient et que peut-être il y a des partenaires qui n'ont pas fourni les informations, mais ce qui nous laisse penser que l'impact est beaucoup plus important que ce qu'on pense. Et lorsqu'on regarde la typologie des différentes violences basées sur le genre, en fait, il y a des violences psychosociales, il y a la violence physique, les associaux sociaux, aussi le manque de ressources. Ici, le défaut de ressources au Mali n'a pas été toujours un type signalé comme étant une forme de violence basée sur le genre, mais c'est quelque chose qui a tendance à s'accroître. Donc, on a vu qu'il y a un pic lorsqu'il s'agit du fait que les femmes n'ont plus accès à ces ressources au sein de la communauté. On a aussi il y a aussi le problème toujours des femmes ou bien des personnes qui ont survécu à ces types de violences. Maintenant, je voudrais parler juste de l'analyse qui découle de ces chiffres. On s'est rendu compte qu'il y a des preuves selon lesquelles les violences basées sur le genre s'est accrues de façon exponentielle eu égard aux problèmes économiques, mais aussi il y a aussi les mouvements, la restriction de mouvements qui a contribué. En fait, les contacts entre les membres de la même famille ont pu accroître le risque de violences domestiques parce que les gens sont restés à la maison et on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de tensions et de violences. Et ensuite, il y a la chute de l'environnement économique qui est dans une situation exceptionnelle. Certains marchés où les femmes avaient l'habitude d'aller chercher les moyens de subsistance, ces marchés sont fermés. Donc, cette restriction dans le domaine économique sont des éléments essentiels lorsqu'il s'agit, dans le cadre
de femmes qui travaillent dans une économie informelle. Ceci a pu réduire les revenus des domiciles, et ce qui aussi aggrave la violence économique. Il faut aussi savoir que les femmes sont celles qui souffrent en particulier de la COVID. En fait, il y a, même dans ce cadre, des femmes qui quand même continuent de s'occuper des maisons. En fait, on s'est rendu compte que, alors que leurs moyens de subsistance avaient tendance à diminuer, eh bien, elles devaient toujours continuer à fournir donc le soutien financier au sein de la maison. Donc, en fait, ceci a pu lier, dans certains cas, a pu donner lieu à des exploitations sexuelles. On sait aussi que, en fait, un certain nombre d'activités professionnelles, notamment celles qui devaient travailler, les filles qui devaient travailler dans certains endroits, notamment les bars, parce qu'il n'y a plus de bars, et ceci, justement, a tendance à accroître la violence sexuelle. La question de l'autonomisation des femmes, le secteur informel, l'espace qui est réduit, et il y a aussi des interactions, des restrictions en ce qui concerne les interactions sociales, parce que, comme je l'ai dit, les marchés sont fermés et donc les interactions sociales sont réduites, ce qui va avoir comme effet de réduire l'autonomisation des femmes. Ceci va donner lieu à un sous-emploi, parce que même les femmes qui géraient des restaurants et des bars, ainsi que d'autres activités commerciales, n'ont plus la possibilité de le faire. Et ceci accroît le risque pour la violence sexuelle, l'exploitation sexuelle. Il y a aussi la réduction des services spécialisés pour les survivants, donc celles qui sont victimes ou ceux qui sont victimes de violences basées sur le genre. Donc, il y a des restrictions de mouvement, et le fait d'avoir accès à l'information aux services, ceci est réduit. Et donc, les gens n'ont plus de personnes, n'ont plus d'endroits où aller. On a aussi regardé l'impact sur la santé reproductive, pas uniquement sur les violences basées sur le genre. Il y a une réorientation des services au détriment de la planification familiale, et aussi il y a un impact sur les personnels de la santé. La majorité d'entre elles, de ce personnel étant composé de femmes. Il y a aussi un impact sur l'accès aux services. Et il y a aussi la demande, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui donnent naissance aux enfants. Et en plus, il y a aussi une mortalité maternelle, une morbidité qui va s'accentuer. En ce qui concerne les recommandations, c'est tout d'abord la mise en œuvre des recommandations relativement aux violences basées sur le genre dans le cadre du contexte de COVID-19. C'est extrêmement important. La réponse à la COVID doit intégrer l'intégration des recommandations, aussi le fait de continuer de soutenir les services médicaux, en particulier ceux pour les femmes qui ont besoin, justement, qui ont été victimes de violences basées sur le genre, mais aussi de renforcer les réponses basées sur les voies communautaires à la violence basée sur le genre à travers des plateformes, notamment les organisations communautaires de base, les points focaux de protection, ainsi que les travailleurs de la santé, ainsi que les leaders communautaires. Continuer à faire un plaidoyer pour un soutien additionnel pour les services, ainsi que les services en matière de prévention de la violence basée sur le genre. Il y a aussi un certain nombre d'idées, notamment les cliniques mobiles, ainsi que des espaces sécurisés pour les femmes et les jeunes filles, ainsi que il y a aussi le soutien à la mise en œuvre de plans de renforcement des capacités dans le cadre de la réponse à la COVID-19, en particulier pour les sages-femmes ainsi que les médecins, mais aussi d'adapter les services. En conclusion, et ça c'est ma dernière diapositive, la COVID-19, la pandémie à la COVID-19 a accru le risque de violence basée sur le genre, sur la base des preuves qu'on a pu voir sur le terrain et sur la base des données qu'on a confrontées. Ceci a été confronté. Et aussi
les femmes n'ont plus d'accès à une hygiène, et ceci a des conséquences sur leur choix libre pour la protection. Il y a très peu de ressources qui sont allouées aux fournisseurs de services afin qu'ils fournissent des services, des interventions qui visent à combattre les violences basées sur le genre dans le cadre de la COVID-19. Parce qu'en général, on met l'accent sur les aspects épidémiologiques et autres. Et encore une fois, il y a une peur des fournisseurs qui souhaitent justement éviter de contacter la COVID-19. Donc, notamment, justement, ça a été une barrière. Donc, les offres ont été réduites. Je vous remercie. Voici ce qu'on a préparé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces deux présentations. Donc, merci pour ces deux présentations qui ont mis en exergue la situation de la violence basée sur le genre au Cameroun et au Mali aussi. Et donc, vous avez mis en relief beaucoup de choses. Donc, parmi les leçons apprises, et Eugène en a parlé, et en raison de cette présentation, Eugène en a parlé et vous avez dit que l'UNFPA doit travailler avec des partenaires au Mali et nous allons continuer la discussion et nous avons beaucoup apprécié de partager un peu tout ceci et nous allons procéder aux commentaires. Avant de vous donner la parole, on va d'abord donner la parole au Mali et après on va passer la parole à Madame Béatrice. Ensuite, il y a Monsieur du Mali aussi et nous allons essayer de partager un peu certains points qui ont porté sur votre collaboration et après on va passer au Cameroun. Nous avons écouté Monsieur Tania, qui est le directeur exécutif du Martin Luther King Jr. Memorial Foundation et nous allons vous passer la parole pour une discussion générale. Donc, Madame, la parole est à vous, s'il vous plaît. Yeah. Thank you so much, Mr. Aino, and thank you for the merci beaucoup et merci aux présentateurs qui ont fait de très bonnes présentations et merci aussi au directeur régional qui a été au Mali et qui comprend vraiment comment ça fonctionne là-bas. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Maintenant, Mali a tout dit. Je veux juste dire que la question de la COVID-19, par exemple, avec cet événement, cette épidémie, nous avons travaillé ensemble et nous nous sommes penchés sur l'impact socio-économique de la COVID et l'impact économique aussi de la COVID sur les femmes. Et j'aimerais bien voir ici que 96,3% des femmes qui ont été interviewées ont perdu leur emploi en raison du confinement dans un contexte de la COVID-19. La plupart de ces femmes travaillent dans le secteur informel où il n'y a pas de protection sociale, comme vous le savez. Donc, les femmes qui ne vont pas au travail vont perdre leur capital. Donc, au Mali aussi, j'aimerais attirer votre attention aussi. Là-bas, il y a des règlements à l'intérieur de la maison et c'est très dur pour elles, pour les femmes
66,7% des femmes dans les ménages sont vraiment des veuves et nous comprenons tous la situation des veuves et les femmes ne peuvent pas aller au marché, au champ. Donc, nous pouvons facilement comprendre que des millions d'enfants, de personnes dans ces ménages n'ont pas de nourriture et n'ont pas accès aux services que nous avons mentionnés. Nous nous sommes aussi rendus compte qu'il y avait beaucoup plus de travail. Imaginez un peu avec les mesures de prévention qui nous ont poussé à laver nos mains. Imaginez un peu dans les villages, etc. La situation est très difficile, surtout dans les villages où les personnes ne peuvent pas avoir d'eau. L'eau n'est pas disponible. Donc, ça a augmenté un peu le travail, beaucoup le travail des femmes. Et vous, comme vous le savez, les femmes s'occupent aussi des personnes malades dans les maisons. Et quand ces personnes tombent malades, les femmes ont besoin d'eau pour pouvoir travailler convenablement. Juste la peur de la COVID-19. Et par exemple, on dit que les femmes étaient réticentes pour aller à l'hôpital parce qu'elles avaient peur. Et souvent, elles laissaient leurs patients à la maison. Et dans le domaine de la santé, nous avons vraiment des femmes qui font partie du personnel soignant et qui s'occupent des cas vraiment de coronavirus. Et nous nous sommes rendus compte aussi que la participation des femmes dans les mécanismes de coordination a été déterminante. Nous avons eu beaucoup plus de femmes et nous avions eu un cas et c'était vraiment, on a eu même des cas où on a eu plus de 78% de femmes présentes dans le mécanisme de coordination. Donc, les femmes sont vraiment au premier plan dans ces mécanismes de coordination. Et pour nous, ce que nous faisons au niveau de UNCT, c'est que nous essayons de réhabiliter un peu ces femmes et essayer vraiment de leur remettre leur dignité d'antan. Comment pouvons-nous faire pour vraiment qu'elles reprennent leur lustre d'antan, si on peut dire ça, et nous pensons que les femmes doivent vraiment occuper les postes de décision dans les mécanismes de coordination et que les femmes doivent vraiment avoir toute l'assistance nécessaire aussi, ça c'est notre avis, pour mener à bien leurs activités. Et comme je vous le dis souvent, s'il n'y a pas de nourriture à la maison, donc ça va être très difficile. Ventre faim n'a point d'oreille, comme on dit. Donc, ça va être très difficile de mener à bien leurs activités. Donc, nous sommes très heureux de la collaboration avec l'UNFPA au Mali. Donc, nous n'avons pas vraiment la collaboration tant recherchée avec l'UNFPA cependant. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. We'll just probably give 2-3 minutes to Madame Yaye Ali Diop, who is the manager of the One Stop Center for GB, qui est la responsable du centre. On aimerait bien que vous preniez la parole pour nous dire de façon concise ce que vous faites. Avant qu'on aille au Cameroun, j'aimerais bien, ou bien avant qu'on aille en profondeur dans la discussion. Vous avez la parole, Madame Diop.
Veuillez ouvrir votre micro. Could you please use Leo, can you try to check the microphone of Madame Yaye? Léo, pouvez-vous vérifier un peu avec le micro de Madame Yaye Philippe Diouf? Okay, we probably will come back to her once we get the OK, nous reviendrons vers vous, Madame Diouf. Peut-être qu'on va essayer de voir un peu avec le Cameroun. Vous pouvez prendre le micro avant qu'on revienne à Yaye Diouf. Mr. Tanya Christian, you have the floor, please. Tanya Christian, vous avez la parole. Yes, thank you everybody. And, Merci tout le monde. thank you for taking me. I've listened. Merci pour m'avoir donné la parole. J'ai écouté les différentes présentations et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et la plupart de ces choses reflètent la situation que nous rencontrons aussi au Cameroun. Mais j'aimerais aussi parler spécifiquement, partager avec vous l'histoire des personnels soignants. Nous travaillons dans 2 régions anglophones au Cameroun et vous savez, vous n'êtes pas sans savoir la crise sociopolitique et donc c'est vraiment 2 types de conflits. Là-bas, on a un conflit politique et un conflit sanitaire. Donc, nous savions tous que les femmes et les filles, la violence sur ces catégories n'a cessé d'augmenter et surtout dans un contexte de crise sociopolitique. Donc, des fois, c'est des situations qui sont très pénibles et la plupart de ces cas sont vraiment difficiles et c'est vraiment difficile de partager ces histoires vraiment poignantes. Je vais partager avec vous l'histoire de Mina, qui a 14 ans et qui est dans la région sud-ouest du Cameroun. Mina est juste entrée à l'école, est allée à l'école secondaire à l'âge de 12 ans, au moment du début de la crise. Et donc, Mina, vous savez, dans le cas de Mina, l'éducation s'est utilisée comme une arme. Donc, Mina a été forcée de rester à la maison. Donc, après, il y a eu son mari qui a été arrêté. Maintenant, Mina a eu 3 enfants entre-temps. Elle a essayé de les nourrir, de s'occuper d'elles. Elle a essayé de vendre des bananes et d'autres denrées dans les rues. Et des fois, même, elle rentrait bredouille. Elle ne parvenait à rien vendre. Donc, après, vraiment, c'était très difficile. Après tous ces efforts, elle est restée à la maison. Et Mina, à l'âge de 12 ans, a été kidnappée violemment, de façon violente, de la concession familiale et a été amenée très loin du domicile conjugal. Et elle a passé beaucoup de temps là-bas et les 2 hommes qui l'ont kidnappée, donc l'ont violée et l'ont abandonnée dans une maison abandonnée, justement. Donc, c'est vraiment fréquent que les filles soient enlevées et qu'elles subissent beaucoup de violence. Donc, nous avons eu aussi beaucoup de campagnes avec les agents sociaux, surtout avec la collaboration de l'UNFP. Ici, nous avons une petite brochure qui met un peu en relief certaines orientations. C'est sur la base d'une assistance de l'UNFPA et de certains agents sociaux. Donc, Mina donc, est restée à la maison et ensuite, avec la formation, elle a eu beaucoup plus d'opportunités. Elle a eu l'assistance de l'agence des assistants des États-Unis. Et Mina a donc rencontré des problèmes. Elle a eu 2 frères, donc c'était très difficile aussi de mener une petite activité
surtout dans un contexte de COVID-19. Donc, vous le savez tous, partout, à la mi-mars, toutes les petites activités ont été arrêtées dû au confinement. Donc, c'était vraiment un énorme souci pour elle de nourrir ses 3 enfants. Et to giving her daughter off in marriage at the age of 4. Il lui a fallu faire d'énormes efforts pour essayer de donner en mariage sa fille qui n'avait que 14 ans et ses frères ont perdu leur petit boulot aussi en raison de la crise. Donc, il y a eu un monsieur aussi qui est venu aussi demander la main de Mina avec une somme vraiment dérisoire. Donc, c'était vraiment difficile parce que Mina ne pouvait rien faire d'elle-même. Maintenant, en ayant survécu aux épreuves antécédentes, donc, c'était vraiment difficile. Donc, les agents communautaires nous ont contactés et nous avons essayé de nous mobiliser et nous avons essayé vraiment de l'empêcher de tomber dans le piège du mariage précoce. Maintenant, elle est en sécurité et elle s'occupe très bien d'elle maintenant. Donc, c'est juste un cas parmi tant d'autres qui montre un peu les défis que nous rencontrons. Parmi ces difficultés, nous essayons d'atténuer un peu les épreuves, surtout dans ce contexte de COVID-19. Nous essayons aussi de réduire les risques liés à la violence basée sur le genre, parce que nous, dans notre région, nous avons vu beaucoup de femmes qui ont survécu à la violence basée sur le genre. Nous avons beaucoup de femmes, donc nous proud to all survivors joining our safe homes. This was, however, too expensive for us to run and also a slow recovery process for our women and girls. We are now considering conducting COVID-19 testing for all new survivors and meeting them directly to the safe homes. This still increases our program costs, but it's relatively cheaper and much more impactful than having a transition home. We can say the COVID pandemic is affecting the economic power of really poor women and households, with a visible increase in cases of GBV and intimate partner violence. So we are now also setting up a remote GBV service provision, which of course some of the presenters also brought out the limitation of most women access to mobile phones, and that will also seriously limit the use of the psychosocial remote center. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Tani. Merci beaucoup. Donc, je me demandais si Madame Diop est disponible. Est-ce qu'elle a pu régler ce problème autrement? Il y a des questions qui ont été envoyées par message. Quelqu'un demandait ici, on a une expérience sur l'utilisation des lignes vertes. Donc, c'est ça. Il y a une question qui, par rapport à leur utilisation, il y a aussi une autre question qui Gazi, qui je vous remercie pour ces présentations très utiles. J'espère que vous pourrez partager une copie avec nous.
Jacob, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Je voudrais essayer de répondre et peut-être après ce qu'il va pouvoir compléter par rapport au partage des rapports du Mali. Nous allons partager les rapports d'évaluation avec tous ceux qui souhaitent l'avoir par email. Nous allons le partager avec vous. En ce qui concerne l'utilisation d'une ligne libre pour les survivants des violences basées sur le genre, nous essayons d'établir une telle ligne au Mali actuellement. Ceci n'était pas le cas et ceci a été justement une des difficultés parce que ça aurait été une ligne verte, de sorte que les femmes qui ne sont pas à même de pouvoir quitter leur maison, eu égard parce qu'elles ont peur de la COVID-19 ou bien eu égard aux mesures respectives mises en place par le gouvernement, qu'elles puissent appeler une ligne verte et qu'elles puissent avoir un peu d'aide. En tant que mesure intérimaire, nous devons partager un certain nombre, avec un centre d'appel qui peuvent utiliser à la télé. Parce qu'actuellement, nous n'avons pas encore un chiffre, un numéro, non pas encore un numéro tel que vous l'entendez. Actuellement, ils peuvent appeler directement à ce numéro, mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on travaille davantage sur cela. Il y avait aussi une question qui a été posée par rapport à si 97% des survivantes des femmes. Est-ce que cela n'est pas dû au fait que donc 97% des femmes, est-ce que ça ne veut pas dire que l'échantillonnage c'était uniquement des femmes? En fait, ici, on parle de données venant de IMS. En fait, on n'a pas mis l'accent sur les femmes. En tout cas, s'il y a un biais, ça ne vient pas du reportage. C'est des gens qui se sont confessés en disant qu'elles ont été l'objet de violences. Je vous remercie. Je vous remercie, Yaye. Can you take the floor now? I can't hear Yaye. Yaye, je ne peux pas vous entendre. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes techniques. Eugene, maybe we'll have to. Peut-être que. Allô? Ils m'entendent? Allô? Oui, allez-y, Madame Yaye. Je vous entends bien. Vas-y. D'accord. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute très bien. Allez-y. D'accord. Excusez pour ce désagrément. Je m'appelle Yaye Diouf. Je suis la conseillère juridique du One Stop Center de Bamako et en tant que prestataire de service, je me fais le devoir de vous relater l'histoire d'une survivante de violence conjugale en période de COVID-19. Je me nomme Madame X. J'ai 34 ans, mariée dans un foyer polygamique dont je suis la seconde épouse. Je suis mère de deux jeunes enfants, coiffeuse de profession. Et voici mon histoire. Au mois de mars 2020, lorsque nous étions dans la crainte et la crise liée à la maladie à COVID-19, je me suis réveillée le matin comme d'habitude pour rejoindre mon lieu de travail. Mon époux, commerçant de profession, avait informé toute la famille la veille comme quoi aucun membre de la famille ne devait mettre le nez dehors au risque de venir contaminer tout le monde. L'interdiction était formelle. À cette interdiction, ma réponse a été qu'il fasse suivre les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il puisse assurer durant cette période de confinement les moyens de subsistance nécessaires pour mes enfants et moi, surtout pour ma fille âgée d'1 année qui boit le lait, le biberon. Ma requête fut sans réponse aucune de sa part. Le matin, au pas de la sortie du domicile familial, il m'intercepta brusquement, m'agrippant par le bras en me sommant de retourner à la maison, ordre auquel je refusais d'obéir. À ma grande surprise et pour réponse, je reçus des coups de poing et de pied de la part de mon mari, tout en arrachant mes cheveux. Je n'osais me défendre car il était plus fort que moi
Et subitement, je me suis retrouvée à terre, presque évanouie. J'ai retrouvé mes esprits par les cris de ma fille. Je décidai d'aller porter plainte à la brigade de gendarmerie de mon quartier, qui me remit une réquisition à docteur pour le centre de santé de référence de la commune 5 du district de Bamako, en vue de l'établissement du certificat médical. Une fois arrivée, j'ai été conduite en haut de la maternité dans un lieu dénommé One Stop Center, où je fus examinée par un médecin qui me donna des médicaments car ayant de violentes céphalées, ainsi que des analyses médicales pour les coups reçus à la tête. Je fus ensuite conduite chez un psychologue qui m'écouta longuement. Une dame en charge de la justice me donna des informations sur mes droits en tant que victime et m'assista au niveau de la gendarmerie où j'avais déposé ma plainte pour coups et blessures volontaires contre mon époux. Je n'ai déboursé 1 franc pour ces services rendus. Mon époux fut convoqué à la gendarmerie et sommation lui fut faite de cesser toute violence à mon égard sous peine de poursuites judiciaires pouvant aller à l'emprisonnement et que désormais j'étais sous la protection du centre One Stop Center et de la gendarmerie. Il lui a été dit que la violence n'a jamais été une manière efficace pour régler les désaccords de la vie quotidienne. Il me présentant des excuses en m'affirmant sa condition économique régressant de jour en jour due à la réalité du moment. Ainsi, je retirai ma plainte car je savais qu'il avait des soucis pécuniaires, comme la plupart de ses amis commerçants à cause de la pandémie à COVID-19 qui sévit de nos jours. Aussi, depuis notre union, il y a 4 années de cela, nous avions des disputes verbales n'ayant jamais porté la main sur moi auparavant. Je remercie les travailleurs du centre pour toute l'attention à mon égard. En fait, ce cas précis nous renseigne sur l'impact socio-économique dû au COVID-19. Le cas du chef de famille ne pouvant pas faire face aux dépenses familiales a développé ainsi un sentiment de frustration qui l'a amené à manifester la violence. Et ce sont des cas récurrents que nous recevons presque chaque jour au centre. Surtout, ce sont des violences faites aux femmes et aux filles. Surtout, souvent, ce sont des femmes même qui sont en état de grossesse, qui nous viennent pour vraiment parler de ces violences conjugales et nous essayons autant que possible apporter des solutions pour les satisfaire. Donc, en termes de statistiques, depuis l'apparition des premiers cas de COVID-19 au Mali, le One Stop Center de Bamako a enregistré en mai 2020 29 cas de violence basée sur le genre, avec des agressions physiques qui ont représenté 48% contre 7% d'agressions sexuelles et viols. En avril 2020, le centre de prise en charge des survivants de VBG a enregistré 20 cas avec des agressions physiques qui ont représenté 50% contre 20% des cas d'agressions sexuelles et viols. Au mois de mai 2020, nous avons eu 17 cas de violence basés sur le genre, avec des agressions physiques qui ont représenté 76% contre 18% de cas de viol et d'agressions sexuelles. Et au mois de juin 2020, c'est 15 cas de violence basés sur le genre, avec des agressions physiques représentant 40% contre des viols qui représentent 27%. C'est pour vous dire la recrudescence de la violence. Et quand vous allez dans les unités d'enquête de police et de gendarmerie de la capitale, ainsi que dans les cours et tribunaux, vous verrez que ce sont les mêmes, à peu près les mêmes statistiques. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, Madame Yaya Diop. Thank you, Mrs. Yaya Diop. Merci beaucoup. Thank you, Mrs. Vraiment, nous vous remercions d'avoir patienté aussi. Nous excusons toutes les participants pour les défis techniques. Mais nous rendons grâce à Dieu d'avoir permis que nous entendons vraiment votre voix et vos interventions. I think there was a question related. Je pense qu'il y avait une question. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont demandé ces rapports. Je pense que ces deux pays vont devoir analyser leurs rapports et les partager avec nous. Je voulais vous informer que donc, on a parlé d'un certain nombre de pays et donc, qui travaillent sur les violences basées sur le genre. Et un de ces
pays où, notamment, il y a aussi le Ghana, la Guinée et la Guinée-Bissau qui aussi des lignes vertes au cas où je ne vois pas quelqu'un du Ghana qui participe à cette réunion. Donc, il y a une activité organisée par le Ghana, le Togo et le Bénin. Donc, en ce qui concerne la violence basée sur le genre. Je voulais juste vous dire que un de ces pays faut faire partie de ces lignes vertes. Donc, nous avons dépassé notre dépasser l'heure prévue de 15 minutes. Donc, on va peut-être passer à 5 minutes pour, on va utiliser 5 minutes pour conclure. On va passer la parole au Cameroun à 1 minute pour clôturer. Et ensuite, le responsable pour la culture. Je suis là, c'est très intéressant. Vraiment, j'aimerais remercier tous les intervenants pour les informations très importantes sur ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, pour nous, nous n'utilisons pas de ligne verte. C'est pourquoi nous avons introduit dans notre questionnaire des questions sur la façon d'appuyer les jeunes femmes et les adolescentes qui ont survécu ou qui ont été des victimes de la violence basée sur le genre dans ce contexte de COVID. Et nous avons aussi essayé de voir comment les appuyer vraiment en essayant de les amener dans des centres d'isolement. Là, les résultats n'étaient pas très encourageants. Et nous travaillons dans ce sens à l'heure actuelle. Donc, maintenant, pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest où nous savons que l'accès est très limité, nous avons mené quelques activités en partageant des reportages vidéo sur la formation et les informations que nous aimerions partager avec les personnes qui travaillent dans ce sens. Et le problème le plus récurrent, c'est comment essayer un peu d'améliorer un peu l'accès aux services, ce qui est essentiel pour essayer un peu d'empêcher les violences basées sur le genre et puis d'essayer d'aider un peu en termes de santé de la reproduction en réduisant un peu le taux de mortalité. Et récemment, nous avons travaillé beaucoup dans ce sens. Et comme nous avons entendu que la violence basée sur le genre augmentait, donc nous nous sommes rendus compte qu'il y avait vraiment beaucoup de faiblesses aussi. Beaucoup de faiblesses qui faisaient état de la vulnérabilité des femmes et des adolescentes. Et nous avons vu que parmi les populations les plus touchées dans ces deux régions, il y avait beaucoup de personnes déplacées. Et dans cette situation de COVID, c'est très difficile. Et nos services ont continué vraiment d'essayer de sensibiliser en termes de coronavirus, en essayant de donner de fournir des services. Et nous avons essayé de voir un peu comment la technologie pourrait nous aider à avoir accès aux services et en essayant de mettre à disposition des services de violence basée sur le genre. Ensuite, nous avons essayé un peu d'innover en renforçant un peu les services communautaires et en essayant par des réseaux formels et non formels. Et une fois encore, nous allons essayer de partager les rapports. Nous allons essayer de comparer un peu les résultats et
les méthodologies, on peut se les partager et de même que le travail en cours. Et merci encore une fois. Merci, Madame Siti Batoul Hussein, donc, qui est la représentante pays de l'UNFPA au Cameroun. Maintenant, nous allons nous tourner vers Jeanne Konyui au Mali avant de passer la parole à M. Mabi Ngom. Merci, Jacob. J'aimerais juste dire merci pour tout. Merci à tout un chacun d'avoir participé à ce webinaire. Et j'aimerais remercier d'abord le directeur régional qui a eu cette idée extraordinaire de webinaire. Donc, j'aimerais bien remercier tous les collègues et tout le monde, Tanya Yaye, les représentants de l'UNIFEM qui se sont confessés, qui ont fait des témoignages et qui ont fait preuve de leadership et qui ont montré vraiment que la COVID-19 a eu un impact sur surtout la situation de violence basée sur le genre, et l'impact, c'est aussi sur l'économie, un peu l'agriculture, la perte de revenus avec tous les inconvénients, ce qui résulte de violences physiques, de violences conjugales, de violences sexuelles, de violences basées sur le genre. Donc, il faut faire quelque chose. Il est temps qu'on fasse quelque chose, et j'espère que ce type d'études va nous aider à vraiment renverser les tendances. Vous avez entendu, il y a ce qu'elle a dit. Donc, elle a pris les taureaux par les cornes. Donc, il faut vraiment savoir qu'il y a des autorités et que les autorités sont disposées à vous aider. Et j'aimerais bien remercier la police. Je sais que le bureau de la police, les policiers ne sont pas ici, mais j'aimerais bien les remercier. Merci du fond du cœur à tous. Merci. Merci. Nous avons beaucoup de commentaires. On peut les voir ici. Good afternoon. Pour le cas du Cameroun, l'analyse s'est basée sur les régions du Nord-Ouest, Sud-Ouest et sur les IDP. Que ça veut dire, les autres régions n'ont pas pu connaître une augmentation de violence basée sur le genre. Donc, ça, c'est une question qui pourrait être répondue après. Pour le moment, nous allons passer au directeur régional pour la clôture. Mr. Mabingengom, please. Merci Jacob. Donc, je voudrais encore une fois remercier nos collègues Siti et Eugène pour leur leadership, pour cette excellente initiative de nous gratifier un peu cette conversation cet après-midi sur un sujet aussi important que les violences basées sur le genre. Donc, j'en profite pour remercier les équipes pays de l'UNFPA, du Cameroun comme du Mali, mais également tous les collègues du Fonds des Nations Unies pour la population, donc au bureau régional comme dans les autres bureaux et même à New York pour leur coopération, leur soutien à cette excellente initiative. Je dois également saluer la participation active de deux de nos collègues partenaires, notamment Béatrice de UN Women Mali, mais également notre sœur Yaye Diouf, je pense, qui ont également apporté des contributions extrêmement importantes, mais qui ont également prouvé que ce n'est que dans le partenariat, ce n'est qu'en travaillant la main dans la main qu'on sera ensemble capable un peu d'apporter un soutien efficace donc, au pays dans cette lutte contre les violences basées sur le genre et dans beaucoup d'autres domaines. Donc, je voudrais encore une fois saluer cette excellente initiative qui n'est que le début d'une expérience qui consiste un peu à promouvoir le partage d'expériences, à utiliser un peu les données et les évidences pour amplifier notre travail de plaidoyer, pour amplifier notre contribution à la transformation de la vie de la femme
et des jeunes filles partout ici en Afrique au sud du Sahara. Je pense que c'est une contribution extraordinaire. Donc, je voudrais rendre un hommage à tous ceux et à toutes celles qui ont quand même fait de cet après-midi un temps fort d'échange entre les acteurs destinés à travailler la main dans la main pour soutenir un peu les pays de la région et bien au-delà. Merci à notre équipe de communication qui est toujours sur les charbons, en train de faire en sorte que ce que nous faisons quelque part dans la région puisse être communiqué, puisse être partagé, parce que c'est indispensable. Tant que nous agissions donc sur des coins et que les autres parties du continent pour aller au-delà de la région ne sont pas couverts, je pense, ne seront pas dans une direction de résultats, j'allais dire un peu capable de générer un peu l'impact dont nous avons besoin. Donc, encore une fois, merci à tous les participants. Donc, merci aux initiateurs de cette plateforme. Merci à mes propres collègues et à très bientôt. Mais en attendant, la lutte contre les violences basées sur le genre doit se poursuivre, elle doit s'amplifier, elle doit se renforcer. Et je pense que c'était l'objet vraiment de notre rencontre de cet après-midi. Merci et over to you, Jacob. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much, Amabingé Ngom, for those very insightful, inspiring. Pour ces mots vraiment de clôture qui sont très gentils et très inspirants. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Il faut essayer vraiment de mettre un terme à la violence basée sur le genre. Donc, merci beaucoup, Monsieur Mabingé Ngom, et merci à tous ceux qui se sont joints à nous. Merci infiniment. Et il faut aussi essayer de prendre en compte tous ces commentaires et essayer d'en faire bon usage. Donc, merci beaucoup et vraiment au plaisir de vous rencontrer au prochain webinaire. Merci beaucoup et have a good one. Thank you.